Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show, je ne sais plus combien, c'est pas très important. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. C'est le but justement de cette barre de lecture. Dans tous les cas, commençons. La première news concerne la chaîne, parce que tout simplement, j'ai fait ce fameux live que je parlais de montage de PC en live, et c'était un live assez test. C'était pour tester un petit peu ce nouveau setup de streaming pour monter des PC et tout ça, et même pas juste monter des PC, ça pourrait inclure beaucoup d'autres trucs, parce que j'ai envie d'en faire de temps en temps, et je trouve ça fun, et ça me permet de répondre aux questions, d'avoir aussi des questions en direct, et c'était aussi, comme j'ai dit, une manière de tester, surtout parce que le 1er mai, ce samedi 1er mai, donc à 14h, vous aurez un live où je vais faire le montage de mon PC, mon vrai PC fixe, il sera derrière ici. Donc c'est une update que je prépare depuis des mois, littéralement, parce que il a fallu des mois pour rassembler les pièces, vu ce qui se passe en ce moment. Donc petit à petit, je rassemblais les Infinity Stones, je les mettais dans mon faux gant, qui n'existe pas, parce que je n'ai pas de gant, donc je les greffais directement dans ma main. Enfin, greffer une carte graphique dans sa main, ça doit faire mal. Donc non, je n'ai pas fait ça, je les ai mis de côté. Et du coup, j'ai toutes les pièces, donc je peux passer au montage. Ça va être très intéressant, parce que déjà, c'est un PC overkill, c'est toujours intéressant. C'est aussi un PC full water coolé custom et avec genre du bon water cooling custom parce que vous avez des tubes rigides, notamment. C'est la première fois que j'en utilise personnellement, donc ça va être marrant à voir. Bon, je me suis quand même pris quelques facilités, je vais être très honnête, notamment les tubes rigides seront déjà pré-pliés et aussi de la façon dont est fait ce water cooling. J'aurai une plaque de distribution à l'avant, donc tous les tubes vont juste droit devant eux, font un angle à 90 degrés, puis ils vont dans genre la carte graphique ou autre chose. Donc c'est plutôt simple en réalité. Mais quand même, ça va prendre un petit peu de temps à monter. Le but de ce live montage, c'est peu importe le temps que ça prendra. Je commence à 14h, mais s'il faut finir à minuit, je finirai à minuit. Bon, je ferai une pause miam miam entre temps quand même, évidemment. Mais le but, c'est de vraiment monter tout le water cooling, le PC, et le faire correctement, parce que j'ai envie que les water blocks soient bien montés, évidemment, mais surtout que les câbles soient bien rangés et tout. Et le but, ce sera à la fin d'au moins mettre le liquide dedans, lancer la pompe seule et faire circuler le liquide pour que les bulles d'air se dissipent, ou plutôt se ressortent petit à petit. Et voir aussi s'il n'y a pas de fuite, tout simplement. Donc ça, ce sera la mission accomplie de ce live, si on arrive à faire ça. Mais vous verrez seulement plus tard le vrai PC fini dans une autre vidéo où je vous montrerai juste ce que ça donne en fait. Déjà visuellement, mais aussi ce que ça donne niveau performance. Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Qu'est-ce que ça m'a permis d'économiser en termes de bruit ou de chaleur, tout simplement? Ça devrait être intéressant. J'aurai une autre vidéo en fin de semaine aussi, avant ce live-là, où je vais vous présenter toutes les pièces, tout simplement, et aussi vous présenter les performances du PC, genre sans water cooling, genre quand il est classique. Comme ça, on pourra comparer plus tard quand il sera full water cooling. Donc ça devrait être plutôt intéressant. Ça devrait être plutôt long comme live. N'hésitez pas à passer de temps en temps. Je vous rappelle que, comme j'ai dit, il y aura une autre vidéo qui sortira après qui fera un peu un résumé au final de tout ça, qui durera moins de 20 minutes certainement. Donc pour ceux qui ont la flemme de regarder, attendez cette vidéo. Mais pour ceux qui veulent absolument la regarder, ce sera en live sur YouTube d'ailleurs, hein, comme ce live-là que j'ai fait. Donc ce sera encore une fois le samedi 1er mai à partir de 14h. N'hésitez pas à venir en plein cours, hein, ça ne fait pas en plein cours, non, pas quand vous êtes en cours, non. N'hésitez pas à venir pendant que le live est en cours, à n'importe quel moment, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder depuis le début. Et aussi, il y aura une rediffusion du live pour ceux qui le veulent vraiment, mais ça va être vachement long à mon avis. Et du coup, le truc assez notable, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la rediffusion justement du live de montage que j'ai fait. C'était un PC genre Be Quiet avec un processeur AMD, vous aviez une carte mère Asus et une 2080 Ti aussi. Comme j'ai dit, c'était plus pour tester, donc c'était des pièces que j'avais sous la main en partie. Et du coup, ces pièces-là repartiront dans d'autres projets, hein. La plupart des chaînes tech, vous regardez en fait bien souvent, c'est que... Et c'est la même chose avec les modeurs, c'est qu'on a des pièces, c'est cool, mais en fait, on remonte des PC en permanence avec, genre, ça circule en permanence pour faire des vidéos, pour faire tester des choses aussi, ça peut être intéressant. Donc, notamment avec ce PC, j'ai bien envie de tester certains trucs qui pourraient être assez intéressants. Donc on verra bien à ce niveau-là. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais justement ce setup avec différentes caméras et notamment une GoPro qui était attachée ici et qui me permettait de donner une vue à la première personne. Et je trouvais ça intéressant.
J'avais déjà vu, en fait, par le passé, Linus Tech Tips avait fait un truc où il avait une GoPro sur la tête. C'était pas mal. Mais j'ai essayé la GoPro sur la tête, c'est un peu embêtant parce que, genre, dès que vous bougez la tête ou autre chose, la GoPro bouge. Donc ça peut vite rendre les gens malades, honnêtement. Sur le torse, ça bouge beaucoup moins parce qu'on bouge beaucoup moins notre torse ou on le bouge un tout petit peu, donc ça va. Et aussi, je trouve que l'avantage du torse, c'est que la caméra reste dirigée. Donc même si je penche ma tête pour mieux voir quelque chose, la caméra voit toujours ce que je fais globalement quand même. Et le but aussi de faire ça, c'était d'avoir un meilleur point de vue. Parce que j'ai déjà fait plusieurs live montages comme ça de PC. Et à chaque fois, le problème, c'est que je suis en train de travailler sur un truc que je peux juste pas montrer en fait. Et ça me permet de... et le seul moyen de le montrer, ce serait d'avoir un caméraman. Donc là, ça me permet de devenir le caméraman, basiquement. Donc, yeah, c'est vraiment cool, je trouve. Il y a amélioration à faire. J'utilise une GoPro actuellement et je suis pas un grand fan de la qualité GoPro. Je trouve que c'est pas encore assez. Et j'aime bien avoir des trucs de bonne qualité parce que je trouve ça intéressant. Et puis j'aime bien aussi bricoler là-dedans. C'est un des trucs que j'aime le plus. Donc je vais essayer de bricoler une autre solution pour de futurs lives dans le futur. Pas pour ce live-ci qui arrive parce que genre j'ai pas le temps, hein, il reste moins d'une semaine pour bricoler quelque chose. Ça va être compliqué. Mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'accrocher carrément une vraie caméra au torse pour filmer en vue à la première personne. J'ai une piste là-dessus, mais il faut que je teste voir si ça marche avec une caméra que j'ai déjà actuellement et éventuellement peut-être investir là-dedans si c'est vraiment genre c'est le point de vue est génial et que ça rajoute vraiment quelque chose, ce serait génial. Mais bon, il y a aussi des avantages. Par exemple, même avec la GoPro, je suis obligé d'avoir un câble HDMI qui sort. La GoPro, j'ai aussi un câble USB type C pour la garder chargée ou sinon elle se décharge. Sauf que aussi, comme la batterie dans la GoPro, la batterie, comme elle recharge et que la GoPro fonctionne, ça chauffe, et au bout d'un moment, elle surchauffe tellement qu'elle a du mal à charger à pleine vitesse. Donc, elle perd en batterie. Donc, voilà, c'est un peu embêtant. Donc, à mon avis, pendant ce live-là, du coup, du 1er mai à 14h, je rappelle, certainement, de temps en temps, je couperai la GoPro pour qu'elle refroidisse, littéralement, et qu'elle continue de recharger, parce que j'aurai pas le choix. Donc, yep. Et aussi le micro sans fil, il faudra que je le vois parce que lui aussi, il faudra que je le recharge de temps en temps. Donc, bon, ça, je peux utiliser le même câble USB type C de la caméra, donc ça va. Mais bon, dans tous les cas, ça arrive et ça va être intéressant selon moi. N'hésitez pas à venir juste dire un petit coucou, voir ce que ça donne, où est-ce que j'en suis. Et puis, quoi qu'il arrive, vous aurez la vidéo dans le futur qui vous montrera tout fini. Et ce sera, selon moi, une vidéo très intéressante. J'espère, en tout cas. Et j'espère aussi qu'on n'aura pas de catastrophe. On verra bien. Ok, passons aux news de la semaine maintenant. La première news, c'est évidemment la présentation Apple de nouveaux produits pour ce mois d'avril. Il y avait 3 trucs très intéressants, notamment vous avez les AirTags qui ont été finalement annoncés. Donc ce sont basiquement des petits tags que vous pouvez sans fil mettre sur vos clés ou autre chose pour les retrouver. Donc très similaire à Tile, mais avec évidemment le côté Apple où des fois il rajoute quelque chose qui est très intéressant, on en parlera. Vous avez l'iMac qui a été update et vous avez aussi le Mac Pro, ou plutôt le Mac Pro, l'iPad Pro qui a été update avec des specs que vous allez voir plutôt folles. Le premier c'est l'iPad Pro justement. Donc le modèle 11 pouces et 12,9 pouces maintenant auront des puces M1 de Apple. Je vous rappelle que ces puces M1, ce sont les mêmes qu'on a dans le MacBook Air et le MacBook 13 pouces qui ont été updates fin d'année dernière. C'est une puce très puissante, vraiment très puissante, qui est basée sur l'architecture ARM. Donc c'est-à-dire que c'est le même genre de puce que vous avez dans un smartphone au final. C'est là qu'Apple a commencé à faire ses puces, hein, dans les iPhones justement et dans même les iPads. Donc c'est une puce selon moi très impressionnante, même si elle n'est pas non plus parfaite. Elle est utilisée notamment dans macOS et le problème c'est qu'il faut update les applications pour supporter ARM et ça prend du temps. Ça arrive, Photoshop a été update récemment et tout ça, donc d'ici 1 an ou 2 ans, la transition sera certainement presque complète et là vous aurez vraiment une full expérience sur macOS avec des puces M1 ou les futures puces qui remplaceront la puce M1 en tout cas. Et du coup, ça n'enlève rien au fait que, ouais, elle est très puissante et même plus puissante que certains PC fixes, c'est pour dire. Et aussi très efficace au niveau énergétique. Donc, yep, vous l'avez dans l'iPad. C'était assez surprenant parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il fasse plutôt une puce moins véloce, peut-être une puce un petit peu plus raisonnable. Mais non, ils ont mis la full puce M1 qui est, pour information, à 4 cœurs haute performance, 4 cœurs basse performance et qui vous donnera certainement de très bonnes performances dans cet iPad Pro. Notamment le 11 pouces, ça va être genre
ça va être fou selon moi. Le niveau de puissance que vous allez avoir dans cet iPad va être similaire à un PC fixe, littéralement, à pas mal de PC fixes, surtout au niveau CPU. Et c'est juste genre une tablette, quoi. Une tablette sans ventilateur ni rien même. Et c'est très impressionnant. On a déjà eu un tel niveau de puissance dans des appareils mobiles, mais c'est seulement maintenant que je me dis vraiment, ok, ça c'est réellement, c'est le futur. Moi j'imagine bien un futur où oui, vous avez juste un bracelet connecté à votre poignet, ultra fin, vous prenez ce bracelet, vous arrivez au travail, vous le mettez sur un dock, c'est votre ordinateur de travail. Et genre c'est aussi puissant qu'un PC, quoi. Ça arrivera. C'est sûr et certain, ça finira par arriver. Ça va prendre du temps, évidemment. Mais en attendant, c'est un petit peu l'hybride ici. On pourrait avoir ça avec le smartphone. Imaginez si vous pouvez juste arriver au travail avec votre smartphone du travail. Hein, vous le mettez dans un dock, c'est votre PC. Et genre, il est suffisamment puissant pour vraiment être utilisable. Genre, même plus puissant que des PC, des fois un peu bof que vous auriez au travail. Ce serait... moi, je trouverais ça complètement fou quand on y pense. Bon, ça veut dire aussi que si vous perdez votre smartphone, vous perdez votre PC de travail. Donc, faire un petit peu attention avec ça. Mais bon, après, il y a une autre solution qu'Apple a derrière, justement, pour pallier à ça. Bon, on verra bien. Et puis, il y a aussi un truc un petit peu pour retrouver les iPhones, normalement. Mais bon, ça marche pas toujours, hein, surtout si on veut la voler. Donc, yep. Donc, ça, c'était la première grosse nouveauté pour ces iPad Pro. Ils auront d'ailleurs aussi maintenant jusqu'à 8 Go ou 16 Go de RAM dedans. Et c'est la première fois, d'ailleurs, qu'Apple précise la quantité de RAM dedans. Bon, c'est un peu caché dans les specs sur leur site, mais... Jusqu'à maintenant, Apple, c'est toujours genre, vous préoccupez pas de ce qu'il y a dedans, achetez-le. Mais là, réellement, ils ont mis les specs. Et donc, c'est, pour information, pour avoir 16 Go de RAM, par contre, il faudra prendre le modèle 1 Tera minimum. Et là, ça commence à facturer très cher. Honnêtement, ça reste un iPad Pro. Il y a Pro dans le nom pour payer. C'est pas vraiment Pro pour professionnel quand on y pense. C'est plus Pro payeur, on va dire, voilà. Donc c'est déjà 1099$ de base. Donc c'est très cher quand même. Mais pour ceux qui en veulent vraiment qui veulent vraiment ce format, ça peut en valoir la peine. Et puis avec cette puissance maintenant, ça peut aussi valoir la peine. Mais par contre, ouais, le modèle 16 Go de RAM, lui, il est juste hors de prix. Je sais plus c'était combien, mais c'était genre 1600, 1800€. C'est juste... Non. Juste prenez 8 Go de RAM, ça suffit amplement. Et enfin, une autre nouveauté très importante avec cet iPad, c'est au niveau de l'iPad Pro 12,9 pouces en particulier, pas le 11 pouces, seulement le 12,9 pouces qui utilise maintenant un écran mini LED. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les mini LED, c'est tout simplement une technologie qui est un peu hybride entre un écran LCD classique et un écran LED, où en gros, au lieu d'avoir des LED sur le côté de l'écran pour faire l'éclairage de cet écran, donc des LED sur le côté émettent de la lumière, cette lumière est reflétée vers l'avant par une plaque bien souvent, passe à travers les cristaux de LCD et vous donne du rouge, du bleu et du vert. Et puis ça forme une image. Et le OLED, lui, par contre, chaque pixel fait de la lumière. Donc là, l'avantage ici, c'est que vous pouvez éteindre les pixels. Mais ici, c'est l'hybride, comme j'ai dit. Au lieu d'avoir les LED sur le côté, vous mettez les LED directement derrière les cristaux de LCD. Ça veut pas dire que les cristaux de LCD eux-mêmes font la lumière. C'est les LED derrière qui le font. Et ce sont des petites LED, des mini LED. Et il y en a jusqu'à 10 000 dans l'écran de l'iPad Pro 12,9 pouces qui vous donne du coup la possibilité de les éteindre en fait. Vous pouvez éteindre certaines zones de l'écran pour vous donner la même chose que sur un écran OLED, donc des vrais noirs, une vraie restitution du contraste que vous n'avez tout simplement pas sur un écran IPS classique, même de très bonne qualité. Parce qu'un écran IPS classique ou TN ou n'importe quel écran LCD, si vous émettez une image noire, le rétroéclairage est toujours allumé. Donc vous voyez que c'est allumé, c'est pas noir, c'est genre gris très foncé, mais pas vraiment noir. Et puis ça fait de la lumière aussi, donc c'est pas forcément agréable aussi dans l'obscurité. Donc là, c'est le parfait hybride. C'est évidemment pas parfait. L'un des problèmes du mini LED, c'est qu'il coûte cher, tout simplement. Mais selon moi, c'est vraiment quelque chose qui va remplacer le LCD, en tout cas classique, et puis peut-être même le OLED, parce que le OLED souffre toujours d'un énorme problème qui est compliqué à fixer, c'est sa durabilité, tout simplement. Un écran OLED, si vous mettez une image trop longtemps affichée, vous avez des problèmes de burn-in. Ça s'est amélioré vraiment énormément depuis que c'est arrivé, depuis que la technologie est sur le marché, mais c'est pas encore parfait. Pour un smartphone, ça va, parce que le smartphone, vous éteignez l'écran souvent,
Mais pour un iPad qui est plus là dans une utilisation professionnelle, ou même des ordinateurs portables, ou des ordinateurs fixes, ou plutôt des écrans fixes, vous ne voulez pas avoir une image qui reste figée sur votre écran juste parce que vous l'avez laissé traîner pendant quelques heures et que vous avez oublié d'avoir un économiseur d'écran. Ce serait vraiment stupide. Donc, l'hybride parfait. Et comme j'ai dit, vous avez l'avantage de la restitution des vrais noirs avec ces mini LED. Vous avez aussi la restitution des couleurs qui restent très bonnes. Et aussi, un dernier avantage que vous avez, c'est au niveau de la luminosité, qui peut être beaucoup plus importante que les écrans LED. Les écrans LED, même s'ils font eux-mêmes leur propre lumière, le truc, c'est que comme ils font eux-mêmes leur propre lumière, ils sont assez petits, mais vous êtes limité en termes vraiment de lumière maximum que vous pouvez avoir avec des écrans LED. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, il y a des écrans LED qui atteignent sans problème plus de 1000 nits de luminosité. C'est une unité de mesure souvent utilisée pour les écrans, pour information. Donc ça vous permet d'avoir du HDR 1000, ce qui est certainement, ou du HDR 10+, voilà, qui est certainement la meilleure norme HDR. Pour information, un écran d'ordinateur portable serait plus au niveau de 300 nits en moyenne. Et des écrans de mauvais ordinateurs portables, ce serait plus 200-250 nits. Et certains ordi portables, évidemment, eux, peuvent monter à 500 nits, certains. Les téléphones avec des écrans LED peuvent monter à 1000 nits, même certains jusqu'à 1400 nits, sans problème. Mais ici, vous pourrez aller encore plus haut, en fait. Parce que les mini LED sont beaucoup plus puissantes, tout simplement, et ont moins de désavantages. Aussi, l'un, justement, des désavantages avec l'OLED, c'est que plus vous attendez à avoir de luminosité de l'écran, plus vous le mettez haut, la luminosité, plus ça va accélérer le burn-in et ça va accélérer la dégradation de ces pixels. Donc, ce que vous voulez, c'est que ce soit pas trop lumineux. Donc, ça limite votre luminosité maximum. Et donc, ça vous permet pas d'avoir le meilleur effet HDR ou autre chose. Donc là, avec le mini LED, vous n'avez pas ce problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, Apple a update l'iMac. Donc ici, c'est l'iMac 24 pouces maintenant. Donc il est toujours dans un châssis qui est exactement de la même taille que le 21,5 pouces au niveau largeur, en tout cas, et un petit peu hauteur. Mais comme ils ont utilisé des bordures d'écran beaucoup plus fines, vous avez un écran 24 pouces ici. Donc ça, c'est une première grosse nouveauté. Ensuite, vous avez le fait que le design a totalement changé. Comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus carrés, un petit peu comme l'iPad Pro ou éventuellement les derniers iPhones. Et il y a un petit côté aussi inspiré de l'écran justement d'Apple, l'écran 6K là, qui coûte hyper cher, l'écran professionnel. Ça ressemble un petit peu à ça. Il y a aussi un grand choix de couleurs. C'est un petit peu Apple en général pour les modèles plus grand public, notamment l'iPhone 12, donc le non Pro. Il y a beaucoup de couleurs qui existent. Et bien là, c'est aussi le cas. Ils se sont amusés à faire beaucoup de couleurs parce que les gens aiment bien avoir de la couleur. Ça permet aussi de personnaliser selon son intérieur. Et aussi, c'est un petit rappel au passé où vous aviez des iMac avant qui avaient justement différentes couleurs comme ça. Je me souviens qu'à mon école, il y avait justement un de ces vieux iMac, vous voyez, avec du plastique de couleur transparent derrière. C'était le bon vieux temps. Enfin, surtout à cette époque-là, on aimait bien faire du plastique transparent pour voir l'intérieur de l'électronique et je trouvais ça très intéressant. Avec le Game Boy notamment, où vous pouviez voir à travers. J'adorais ça. Bref, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus revenir, mais bon, surtout pour les téléphones, ça pourrait être hyper classe. Hein. Du verre transparent à l'arrière, pour voir tout l'intérieur fonctionner. Enfin, fonctionner, il n'y a rien qui bouge dedans, mais c'est quand même intéressant à voir. Bref, dans tous les cas, ces iMac, évidemment, utilisent aussi une puce M1, parce que tout va être update pour utiliser une puce M1. Ils ont deux ventilateurs, mais c'est un peu comme le MacBook Air, l'ancien MacBook Air où vous avez un ventilateur, mais il est juste là pour brasser l'air à l'intérieur du châssis. Donc il n'est pas en face d'un radiateur, et c'est le cas ici. Vous avez quand même un radiateur posé sur la puce M1, mais les ventilateurs sont là pour juste brasser l'air à l'intérieur de ce châssis. Ça aide quand même à mieux refroidir que juste en passif. Mais soyons honnêtes, ça vaut pas de juste avoir une petite heat pipe qui va jusqu'à la puce et qui refroidit vraiment. Donc c'est un peu particulier, je trouve ça un peu mais bon. Dans tous les cas, c'est cette puce M1, comme j'ai dit, les specs sont pas mal, surtout quand on tient compte de la puissance de cette puce M1. Évidemment, par contre, ces nouvelles iMac coûtent quand même assez cher, jusqu'à ils commencent à 1299 $, ils peuvent aller jusqu'à 1500 $. En euros, ça devrait être similaire, donc yep. Et si vous voulez la meilleure version justement qui coûte plus cher, qui a notamment le clavier avec Touch ID et aussi un port Ethernet dans la brique de chargement, parce que oui, il y a la brique d'alimentation est à part de l'écran, donc elle est en dehors de l'écran.
En réalité, avant, je n'aimais pas ça. Mais depuis, j'aime beaucoup mieux ça pour une simple et bonne raison. Et c'est tout simplement que quand la brique d'alimentation est en dehors de l'écran ou de ce all-in-one, du coup, de cet iMac, ben, si elle est cassée, vous pouvez la remplacer facilement. Donc, si l'alimentation, c'est souvent une pièce qui meurt en premier, je dirais les cartes graphiques, les alimentations et les disques durs, c'est les 3 pièces vraiment qui ont le plus de chances en général de mourir. Et du coup, ben, si c'est en dehors de l'écran, vous pouvez juste acheter une nouvelle brique et puis c'est bon. Alors que si c'est à l'intérieur, vous devez littéralement démonter pour remplacer. Donc, c'est un petit peu plus embêtant. Et surtout avec les appareils Apple, en général, démonter dans la même phrase qu'appareil Apple, ça ne va pas trop ensemble. Donc, ouais. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ces iMac. Intéressant, mais je pense pas que c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Ensuite, nous avons, selon moi, le truc le plus intéressant, c'est au niveau des AirTags. Donc, les AirTags, c'est tout simplement un truc très similaire à Tile. C'est un petit tag que vous mettez dans votre sac, accroché à vos clés, qui vous permet de les relocaliser avec votre téléphone. Donc, ça vous dit, hey, oh, j'ai perdu mes clés, où est-ce qu'elles sont? Vous tapez, ça vous donne la direction globale si vous êtes dans la même pièce. Et vous pouvez même activer un son à distance si vous êtes à portée pour que ça fasse un bruit et que vous sachiez le trouver facilement. Donc c'est très pratique, évidemment. C'est certainement aussi encore plus pratique pour ceux qui sont un peu tête en l'air. Comme j'ai dit, ça fonctionne un peu comme Tile dans ce principe-là. On va pas dire le truc le moins cher au monde, mais ça reste abordable parce que c'est 29$ le AirTag et vous pouvez acheter un pack de 4 pour 99$. Le truc qui coûte le plus cher par contre, c'est le tag en tant que tel n'a aucun système de fixation. Donc il vous faut une poche pour le mettre. Alors pour mettre dans dans un sac ou autre chose, c'est pas grave. Mais si vous voulez le mettre accroché à vos clés, il va vous falloir un truc pour le maintenir en place. Et ça coûte jusqu'à 10-15$ sur le site d'Apple. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'ils se font l'argent. Mais vous pouvez prendre des trucs en cuir, jusqu'à un qui va jusqu'à 499$. Vous ne rêvez pas. Vous pouvez acheter un truc en cuir pour maintenir votre AirTag de 29$ qui coûte 499$. C'est le truc le plus Apple qui existe. Mais bon, on le sait qu'Apple s'amuse à faire toujours ça pour que les gens en parlent. Je viens de le faire, notamment. Au final, ils savent très bien que la plupart des gens ne l'achèteront pas, mais tant que ça fait parler d'eux, c'est tout ce qui compte. Bref. Du coup, c'est AirTag, pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne. Donc comme j'ai dit, c'est un peu comme Tile. Vous pouvez, donc quand vous le recevez, vous le mettez à côté de votre iPhone, évidemment, ou votre appareil iOS. Vous pouvez l'associer du coup et dire oh ben ça c'est pour mes clés, c'est pour mon téléphone, pour n'importe quoi. Hein. Et une fois que c'est associé, vous avez juste à le mettre sur cet appareil-là ou sur ce que vous voulez justement retrouver facilement. Et donc, ben, c'est dessus maintenant. Donc dès que vous voulez le trouver, vous avez un endroit. Vous allez dans l'application Find My. Enfin, c'est l'application Apple où vous pouvez trouver vos appareils Apple tout simplement. Et vous pourrez trouver les AirTags depuis là. Et du coup, vous pouvez les retrouver, comme j'ai dit, juste s'ils sont à portée, un peu plus d'une dizaine de mètres, s'ils sont dans la même pièce, basiquement, vous pouvez commencer à traquer. Ça vous affiche une interface où ça vous donne une flèche pour donner la direction. Ça utilise le système un peu sans fil de Apple qu'ils utilisent notamment dans les AirPods pour ceux qui se demandent. Et puis, vous pouvez aussi émettre un son pour le retrouver. Donc ça, c'est assez classique. Maintenant, les fonctionnalités en plus de Apple qu'ils aiment bien mettre, c'est le fait que, comme c'est associé à votre compte, ce AirTag, s'il y a d'autres appareils Apple, d'autres personnes, hein, donc même des inconnus qui ont un iPhone, ces iPhones vont détecter que le tag est à côté. Alors, par défaut, ça n'envoie pas l'information à ces personnes-là. C'est juste une information que Apple peut collecter et utiliser pour vous. Donc, si par exemple, vous oubliez votre appareil quelque part ou votre sac quelque part et qu'il y a un AirTag dedans, mais vous pourrez le retrouver à distance parce qu'il y a aussi bien un iPhone à proximité qui l'a détecté. Et ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez marquer un objet comme perdu aussi. Et quand il est perdu, si quelqu'un le retrouve, il peut prendre le tag et le scanner avec le NFC, juste le mettre derrière le téléphone avec NFC et avoir, par exemple, un numéro de téléphone que vous avez mis au préalable dessus pour le retrouver, pour vous appeler tout simplement. Ça marche aussi sur Android d'ailleurs, ce tag NFC, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez le scanner avec le NFC de votre téléphone Android et retrouver justement la personne facilement comme ça. Il y a évidemment des mesures par contre anti-tracking. Alors, il faut savoir, le problème c'est que les AirTags sont faits pour traquer les choses, forcément, pour les retrouver. Mais ça peut être mal utilisé. Ça peut être utilisé pour
traquer quelqu'un, justement. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Bon, après, j'argumenterais que le AirTag, c'est certainement la pire façon de traquer quelqu'un parce que vous pouvez acheter des trucs GPS pour moins cher qui vous permettent de traquer beaucoup plus facilement les choses. C'est déjà utilisé depuis des années, par exemple, pour les animaux, pour les moutons et tout ça. Des trackers GPS, ça reste raisonnable niveau prix, surtout si on en avait beaucoup besoin. Mais bon, imaginons que quelqu'un veut traquer avec un AirTag. Évidemment, ils ont mis des trucs en place pour éviter ça, mais ils doivent aussi empêcher de trop prévenir les gens qu'il y a un tag en place. Donc, il y a un mixte parce qu'il faut éviter que ce soit trop facile de traquer, mais il faut aussi éviter que ce soit trop facile de voler les choses avec les AirTags. Donc, notamment, si par exemple vous mettez un AirTag dans le sac de quelqu'un pour le traquer, ben, si cette personne a un iPhone, en tout cas, si il a un iPhone, c'est ça le problème, si votre AirTag est trop séparé de vous pendant un moment et suit cette personne vraiment très longtemps, il y a des conditions, donc notamment si cette personne revient à la maison et que le AirTag est toujours avec lui, et que vous n'êtes pas à proximité, parce que vous pourriez juste aller chez quelqu'un, hein, donc là ça ne s'activerait pas, c'est forcément votre AirTag si vous êtes à proximité, mais si vous n'êtes pas à proximité, Apple considère que vous êtes en train de traquer la personne. Et là, ça va envoyer une notification à la personne qui dit « Hey, ce AirTag vous suit », tout simplement. Et ça lui permettra à cette personne de trouver le AirTag au cas où il a été suivi, justement. Évidemment, si vous l'avez marqué comme perdu entre-temps, cette personne aussi pourra le scanner et vous appeler, vous dire « Hey, j'ai retrouvé votre sac » ou je ne sais quoi, hein, ça peut arriver. Mais le but ici, c'est pour empêcher quelqu'un de traquer une autre personne. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est qu'il faut un appareil Apple, forcément, pour être scanné. Après, ça veut dire aussi que quelqu'un ne pourrait pas... Vous ne pourrez pas traquer quelqu'un qui n'a pas d'appareil Apple parce que le AirTag devient inutile, en quelque sorte, s'il n'est pas à proximité d'un autre appareil Apple. Il ne peut pas se connecter au Wi-Fi, il n'a pas de données cellulaires par lui-même. Donc, quand il est loin de tout écosystème Apple, il est basiquement inutile. Donc, c'est-à-dire que si la personne n'a pas non plus d'iPhone, techniquement, ça le rend moins utile pour traquer la personne. Donc, ça balance un petit peu, comme vous pouvez voir. Mais le problème aussi, c'est que vous devez évidemment faire en sorte que ce ne soit pas trop facile de trouver un AirTag, ou sinon quelqu'un pour l'utiliser pour voler, tout simplement. Donc, vous scannez, voir s'il y a un AirTag à proximité pour trouver des trucs de valeur. Parce que si quelqu'un met un AirTag de 29 $ sur son appareil, ou sur son sac, autre chose, c'est que ça en vaut la peine. Donc, ça pourrait permettre de les trouver, justement. Ou les clés, justement, de votre maison ou votre voiture, par exemple. Donc, ça, ils ont mis évidemment un truc pour empêcher de trouver trop facilement les AirTags. Vraiment, c'est quand vous indiquez qu'un AirTag est perdu que là, les autres pourront commencer à le scanner pour avoir votre numéro de téléphone et tout ça. Mais bon, il y a encore des inconnus, évidemment. Le problème aussi, c'est que les gens sont très créatifs. Il y en a peut-être qui vont exploiter ça. Ils vont trouver la limite exacte pour exploiter ça de manière efficace pour faire des choses malicieuses. C'est sûr et certain, c'est toujours le problème, hein, de toute façon. C'est quand même cool. J'aime beaucoup le principe de justement l'écosystème Apple intégré ici, même si ça sont ces gros problèmes de sécurité. Mais c'est quand même cool que, oui, littéralement, si vous abonnez vous faites pas attention, vous laissez votre sac dans le métro, par exemple, vous regardez votre téléphone 1 heure plus tard, vous verrez où est le AirTag. Parce qu'il y a certainement des iPhones à proximité. Et ça, c'est vachement cool parce que ça n'utilise, comme j'ai dit, pas de data mobile et ça n'utilise pas de GPS ou autre chose. Et l'avantage de ne pas utiliser ces deux trucs-là, c'est que la batterie dure très longtemps. Donc là, vous avez une petite batterie dans le AirTag qui dure jusqu'à 1 an. Donc, yep, c'est vraiment très pratique, même s'il y aura évidemment des problèmes de la façon dont on peut les utiliser. Ensuite, on avait une news au niveau du fait que NASA et SpaceX ont lancé Crew 2, donc c'était la deuxième mission de renvoi d'astronautes, deuxième mission officielle, parce qu'il y avait évidemment la mission de test avec 2 astronautes. Donc ici, c'était la deuxième avec 4 astronautes, vraiment dans le cadre de justement faire la rotation d'astronautes dans la station internationale. Et notamment, le truc assez notable, je pense que vous devez le savoir, c'est qu'il y avait un astronaute français à bord, c'était Thomas Pesquet, qui était du coup à bord de ce Dragon 2, ou ce Dragon Crew, techniquement 2. Et donc, tout s'est bien passé. Ils sont arrivés sains et saufs. Et un autre truc très notable, c'est que, comme vous pouvez voir, le booster est un peu sale, parce que c'était un booster qui avait déjà réatterri une fois. Alors, une seule fois, donc ça va encore, mais ce booster avait été déjà utilisé. Je ne sais plus pourquoi il avait été utilisé. Il me semble qu'il avait été utilisé pour Crew 1, justement, mais je ne suis plus si sûr. Et vous avez aussi la capsule
qui est réutilisée aussi. Bon, là, elle a été un petit peu plus remise à neuf. Et c'est la capsule pour information, justement, aussi de Crew Demo 1. Donc, c'était Endeavour, il me semble qu'il avait appelé. Donc, elle a été pleinement réutilisée. Ils n'ont pas pu, évidemment, réutiliser la capsule de Crew 1, la vraie Crew 1, parce que elle est encore accrochée à la station internationale à l'heure actuelle. Ce qui est la première fois, d'ailleurs, qu'il y avait 2 capsules SpaceX accrochées à la station internationale. Donc, c'était plutôt cool à voir. 2 capsules de Crew, en tout cas. Vous pouvez revoir le live si vous voulez voir. Alors, les lancements d'astronautes, tout ça dure très longtemps parce qu'il y a toute une procédure et tout ça. Et aussi, il y a toute la procédure d'approche à la station internationale. Donc, prenez votre mal en patience si vous comptez regarder. Mais ouais, vous pouvez aller voir les moments clés directement. Ce sera plus intéressant, je pense. Ou sinon, il n'y a pas plus à dire là-dessus. Ça s'est bien passé et c'était cool à voir. Pour ceux qui se demandent aussi qu'en est-il de Starliner, parce que je vous rappelle que le but de ce programme commercial où la NASA demande à des entreprises commerciales de lancer des astronautes, c'était d'avoir de la redondance. Notamment, ils utilisaient 2 entreprises. Donc là, c'était ici SpaceX, qui a sa fusée et sa capsule. Et aussi, ils avaient tout simplement Boeing, qui avait sa capsule avec ULA, qui lançait avec l'Atlas 5. Donc, Starliner, qui était la capsule développée par Boeing, a eu des problèmes lors de son vol de test. Ils doivent refaire un nouveau vol de test avant d'avoir des astronautes à bord. Et du coup, ce vol de test a été décalé parce que tout simplement, il n'y a plus de place à la station internationale. Comme il y a les 2 capsules maintenant Dragon qui sont accrochées, il n'y a littéralement plus de place. Et donc, ils ne peuvent pas se docker à la station internationale pour faire les tests. Et donc, ils doivent attendre. Ils vont attendre certainement minimum mois d'août, apparemment, avant de pouvoir vraiment faire leurs tests. Donc, ça les retarde encore plus et ils sont vraiment, vraiment en retard maintenant. D'ailleurs, oui, comme les 2 capsules sont accrochées à la station internationale, c'est-à-dire qu'il y a actuellement 11 personnes dans la station. Il y a tellement trop de personnes même qui sont obligées de dormir dans la capsule avec laquelle ils sont arrivés, c'est pour dire. Pour info, ça va pas durer très longtemps parce que les 4 astronautes de Crew 1 doivent revenir bientôt parce qu'ils ont fini leur mission tout simplement. Et dès que ça arrivera, ils seront 4 ans moins dans la station, donc ils auront à nouveau assez de lits pour tout le monde. Donc, yep. Il y avait d'autres petites news avec un peu la station internationale, notamment les Russes qui voudraient tout simplement arrêter d'opérer leur partie de la station internationale, donc littéralement la donner aux États-Unis ou en tout cas aux autres acteurs de la station internationale. Je vous rappelle qu'il y a aussi l'agence européenne ainsi que JAXA, qui est l'agence japonaise. Donc, ils peuvent donner techniquement à ces deux-là aussi, hein, ou donner de manière globale à tout le monde. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de cosmonautes dans la station internationale parce que ils abandonneraient totalement le projet. Apparemment, ils voudraient lancer leur propre station, certainement en partenariat avec la Chine. Ça semble logique parce que la Chine a pas mal de capacités maintenant de lancement. Je dirais qu'ils ont plus le budget et les capacités et la Russie a plus d'expérience, même si cette expérience commence à vieillir pas mal. Ils ont quand même pas mal d'expérience, donc ça leur permettrait de faire une station, oui, chinoise, russe, en coopération, parce que la Chine et la Russie sont plutôt bons amis. Bon, c'est plus amis par intérêt aussi, mais ça pourrait être intéressant pour eux de le faire. Donc on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, c'est un peu tout pour les justement news au niveau de la station internationale. Il y avait aussi quelques news SpaceX. Hein. Vous avez SN15 qui est toujours sur le pad, prêt à être testé. Ils ont fait la plupart des tests, mais ils doivent encore faire un test de static fire. Donc c'est juste lancer les moteurs, puis voir si tout fonctionne bien avant de pouvoir décoller. Avant de pouvoir faire le vol de test. Et du coup, honnêtement, ça semble se décaler de plus en plus, donc je partirai plutôt pour début de semaine prochaine pour le test et fin de cette semaine pour le static fire. On verra bien, parce que des fois c'est décalé parce qu'ils trouvent des problèmes, et des fois ils vont plus vite parce qu'ils ont 0 problème, donc on verra bien. Mais bon, ça arrive bientôt, SN15. Il y a aussi d'autres trucs. Je vous invite à aller voir NASA Spaceflight. Je vous mettrai un lien dans la description, c'est une chaîne YouTube. Vous n'avez pas besoin de parler anglais pour juste voir ce qui se passe, mais il y a énormément d'activités à leur site de lancement qui est au sud du Texas, à Boca Chica. Et en gros, oui, c'est le nom du village où ils sont. Et en gros, ils sont en train de construire notamment la tour d'intégration. C'est la tour qui sera à côté du pad de lancement orbital, donc le vrai pad de lancement. Et c'est une structure massive qu'ils sont en train de faire. Il y a plein de trucs comme ça. Ils sont en train de faire aussi assembler une grue
énorme certainement pour monter cette tour encore plus haut. La tour d'intégration doit être plus haute que le full Starship plus le booster en dessous. Donc ça veut dire que la tour d'intégration devrait faire minimum, strict minimum, si elle veut être plus haute, 130 mètres de haut. Ça va être massif, franchement, ça va être vraiment massif. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ça arrive, et sinon SN15 va être bientôt testé. Et j'espère qu'ils vont réussir à le faire atterrir, parce que ce serait plutôt cool. Ensuite, nous avons une petite news rappel au niveau de Discord qui voulait être racheté. Donc Discord a lancé la procédure de négocier en tout cas avec différentes entreprises pour être racheté éventuellement. Il y a encore la possibilité qu'ils peuvent aller aussi sur le marché public, donc tout simplement que vous puissiez acheter des actions Discord. Ça pourrait être intéressant. Et du coup, il y avait une histoire de deal avec Microsoft. Eh bien, ce deal est tout simplement tombé à l'eau. Donc, Discord ne sera pas racheté par Microsoft pour 10 milliards de dollars. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être rachetés. Je vous rappelle qu'ils recherchent activement un acheteur. Donc, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Donc, y compris des bien pires entreprises que Microsoft. Je dirais que d'une échelle de 0, c'est pas grave, à 10, c'est très grave si cette entreprise rachète Discord. Microsoft était plutôt un 4 ou un 5, je dirais. C'est pas parfait. Il y a clairement des problèmes avec Microsoft, notamment quand ils ont racheté Skype, ils ont fait de la merde avec. Mais il y a aussi des trucs qu'ils devraient quand même faire correctement. Mais là, on ne sait pas qui va racheter vraiment Discord. Aussi bien, ça va être pire. Ça va être une bien pire entreprise. J'espère juste que les propriétaires actuels de Discord auront un minimum de bon sens à ne pas le mettre dans les mains de n'importe qui. Mais bon, après, je veux dire, c'est leur propriété, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc on verra bien. Enfin, les actionnaires en tout cas de Discord actuels. On verra aussi s'ils vont pas public, parce que ça pourrait être une solution qu'ont pris beaucoup d'entreprises. Aller public, ça permet de récolter beaucoup d'argent, tout le monde est content, et puis après, bien souvent les fondateurs en profitent pour quitter à ce moment-là avec tout l'argent, enfin, avec l'argent qu'ils ont eu avec le lancement public, et ils gardent juste leur action à la limite, ou ils les revendent même, et puis ils se cassent en mode « Allez, je vais faire autre chose, moi ». Ensuite, une autre news un petit peu update, c'est au niveau de Samsung, qui a enfin lancé la bêta de son programme de recyclage de smartphone. Alors, on ne parle pas ici de donner son smartphone à Samsung pour qu'il récupère le métal et tout ça pour faire un autre smartphone. Non, on parle ici de tout simplement faire tourner des applications ou des tâches très particulières au smartphone pour lui donner une seconde vie. Donc, par exemple, l'utiliser comme babyphone ou l'utiliser comme détecteur de lumière. Ça peut être intéressant. C'est actuellement les deux seuls cas possibles dans cette bêta. Aussi, cette bêta est seulement disponible aux États-Unis, en Angleterre et au Canada, si je me souviens bien. Donc, on verra pour le reste du monde. Mais ça pourrait être intéressant. Il faudra voir aussi le nombre de smartphones supportés. Actuellement, c'est seulement à partir de Android 9. Donc, c'est plutôt... Moi, je trouve ça... Mais Android 9, c'est pas non plus hyper vieux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de smartphones qui pourraient être utilisés et qui ne pourront pas être utilisés. Je pense notamment les Galaxy S7, S6 et tout ça ne pourraient même pas être utilisés. Alors qu'il doit en avoir qui traînent quand même pas mal. Donc, honnêtement, je dirais que si vous voulez recycler votre appareil, vous avez des associations qui le font. Vous pouvez déposer votre ancien téléphone ou autre chose. Ils le remettent à neuf. Et puis, ils peuvent, par exemple, les donner à des maisons de retraite pour permettre à des retraités d'être connectés avec le reste du monde plus facilement. Ou tout simplement à des familles en difficulté qui n'ont pas accès justement à des smartphones et tout. Notamment avec tout ce qui se passe dans le monde. Vous avez des enfants qui sont coincés à la maison qui sont obligés d'utiliser le smartphone de leurs parents pour accéder au cours en ligne. Donc, si vous avez des téléphones qui traînent, regardez s'il n'y a pas une association comme ça dans votre région ou même en France de manière globale et donnez-leur votre smartphone. Votre ancien smartphone, ça vaut vraiment la peine et ça aide beaucoup de gens. Et ou sinon, regardez peut-être à la possibilité aussi de le réparer vous-même. C'est pas très compliqué bien souvent et ça vous permettrait de donner une vraie seconde vie à ce smartphone et peut-être l'utiliser comme smartphone pour quelqu'un d'autre, ou même leur vendre, pour pas trop cher, mais leur vendre quand même, et vous refaire un petit peu d'argent. Tu l'utilises plus, vends-le après tout. Non, je vais pas faire cette pub-là, je vous rassure. Je sais pas le budget marketing de cette certaine application de téléphone mobile pour revendre des trucs, mais en ce moment, leur budget marketing, il est massif. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais je pense qu'ils se sont dit, on va tout utiliser en une seule push de pub là, c'est parti mon kiki. Enfin bref, c'est intéressant comme programme, mais tenez compte encore une fois, c'est pas parfait selon moi parce que vous utilisez littéralement un smartphone pour faire un truc hyper stupide.
Genre un babyphone, il faut pas non plus de la haute technologie pour faire ça. Donc c'est un petit peu du gâchis de puissance. Donc ça peut valoir la peine si c'est un très vieux smartphone, mais pour un téléphone sur Android 9, c'est genre un Galaxy S8. Un Galaxy S8, pour, comme babyphone, c'est un petit peu... ouais, c'est vachement overkill. Bon, après, si l'écran est pété ou autre chose, ça peut valoir la peine. Ensuite, vous avez une news au niveau de la DDR5 qui arrive bientôt, normalement. Je vous rappelle que la DDR5 est certainement prévue pour cette fin d'année, notamment aussi avec AMD et aussi Intel qui ont des cartes mères et des processeurs compatibles avec la DDR5. Pour ceux qui se posent la question directement, il faut que je fasse une vidéo dessus, certainement dans quelques mois. Je le ferai avant un peu la sortie, quand ça commencera à vraiment parler DDR5. Pour ceux qui se demandent, est-ce que ça vaut la peine d'attendre la DDR5? Ça a été le même sujet quand la DDR4 a été annoncée, ou plutôt a commencé à sortir, ou même avec la DDR3. Je voudrais que, globalement, pas vraiment. Franchement, elle va certainement coûter beaucoup plus cher que la DDR4 à la sortie. Donc, c'est-à-dire que pour la même capacité de mémoire, vous devrez payer plus cher. Et elle sera pas forcément beaucoup plus rapide. Actuellement, la DDR4, vous pouvez aller jusqu'à 3600, 4000. Il y a même des kits de 5000 MHz en DDR4. La DDR5, quand elle va sortir, elle va certainement être à... Les premiers kits les plus basiques supportés seront certainement dans les 3000 MHz. Et les meilleurs kits, certainement, à la sortie seront dans les 4000 MHz, avec des kits qui dépasseront certainement les 5000 MHz. Donc, ne vous attendez pas... c'est à chaque fois la même chose. Quand la DDR4 est annoncée, ils disent ouais, on pourra atteindre telle vitesse, mais il faut des années en fait pour que ça atteigne cette vitesse-là. Il y a une différence entre la vitesse théorisée et la vitesse pratique qui vendent sur le marché. Donc honnêtement, la DDR5 à la sortie, ce sera à peine plus rapide que la DDR4. Ce sera quand même intéressant, hein. Ne vous voilez pas la face là-dessus. C'est quand même, si vous achetez un PC à ce moment-là, quoi qu'il arrive, ce sera certainement une chose à regarder si vous voulez vraiment un PC très puissant. Mais pour ceux qui font des PC milieu de gamme avec des Core i5, des Ryzen 5, la DDR4 est largement suffisante. Surtout que ce que vous économisez d'argent sur la RAM, vous le mettez sur la carte graphique et vous aurez plus de FPS dans vos jeux. Donc, yep, honnêtement, est-ce que ça vaut la peine? Pas vraiment. Moi-même, je suis en train d'update mon PC. Je sais même pas, ça veut pas dire que dès que la DDR5, je re-update mon PC. Non, honnêtement, je vais rester avec mon PC jusqu'à quand il y a vraiment une upgrade qui en vaut la peine. Parce que yep, c'est cool, la DDR5, mais ça va prendre... C'est un peu comme du vin. Vous prenez pas un vin de la première année, vous attendez qu'il mature un petit peu. Mais là, c'est le cas. Il faudra quelques années pour que la DDR5 prenne un meilleur goût. Ne mangez pas de la DDR5, par contre, hein. Ensuite, nous avons encore plus de rumeurs sur cette fameuse RTX 3080 Ti qui doit toujours sortir. Donc elle sortirait le 25 mai pour information. Il y a eu maintenant des vraies preuves, par contre, de son arrivée, notamment... Le GPU était photographié, mais il y a aussi des MSI qui apparemment a l'habitude de leaker des trucs sans faire exprès. Il y a eu toute une boîte MSI sur une palette qui était en transit, qui a été photographiée avec écrit littéralement RTX 3080 Ti, 12 Go dessus, Ventus, et du coup, ça veut littéralement dire ce que ça veut dire, hein. Elles arrivent, surtout si elles sont en train d'être livrées en ce moment, ou plutôt acheminées en ce moment, vu que les bateaux, si c'est transport par bateau, ça prendrait, je vous rappelle, une trentaine de jours, si le canal de Suez n'est pas encombré en tout cas. Donc, yep, c'est logique pour le 25 mai. Ça correspond plutôt bien niveau timing. Surtout que ça fait quelques jours que ça a été spoté, cette palette. Donc, yep, c'est encore en transit, comme j'ai dit. Donc, ce serait logique. Et on savait qu'elle arrive. C'était sur un certain... Elle a été certainement repoussée parce que, vu tout ce qui se passe en ce moment, et soyons honnêtes, le fait qu'il la repousse ne changera rien à tout ça. Je ne sais même pas pourquoi, honnêtement, ils sortent cette carte graphique, parce que, encore s'ils sortent une carte graphique moins chère, il y a une logique, parce que quand ils font par exemple des RTX 3060, le GPU qu'ils utilisent dans la 3060, des fois, ils en ont qui sont pas très bons et qui ne peuvent pas faire une vraie 3060 avec. Du coup, ils pourraient faire une 3050, par exemple, avec. Donc, ces GPU, ils les accumulent au fil du temps, au fil des mois. Donc, même si ils ne peuvent pas produire autant de 3050 que les gens veulent, ils ont quand même du stock disponible qui traîne là, de toute manière. Donc, autant le vendre, en quelque sorte. C'est pour ça qu'ils ont sorti, quoi qu'il arrive, la 3060. Même si personne ne peut l'acheter, ils avaient ce stock de GPU qui traînait, tout simplement. Ben là, avec la 3080 Ti, par contre, c'est le cas inverse. La 3080 Ti est prévue comme, au final, une 3090, 3090, légèrement moins véloce, donc elle a un petit peu moins
de GPU cluster, comme ils disent, un peu moins de CUDA core, elle a un tout petit peu moins de RT core, elle a une fréquence légèrement inférieure et elle a évidemment 2 fois moins de RAM, mais ça, c'est pas forcément un problème. Et du coup, ben, elle devrait être juste en dessous, juste quelques pourcents en dessous d'une RTX 3090. Et du coup, servir un petit peu de nouveau flagship pour Nvidia. Parce que techniquement, le flagship actuel, c'était la 3080. La 3090 est plus hors catégorie, même si, soyons honnêtes, ils ont fait exprès qu'elle s'appelle juste RTX 3090 au lieu de RTX Titan 2 ou je ne sais quoi. Comme ça, les gens se disaient, oh, c'est la meilleure, je vais la prendre, même si elle coûte 1500, 2000, 3000 euros maintenant même au marché de la revente. Donc, yep. Mais bon, du coup, l'arrivée de cette 3080 Ti est juste étrange parce que, premièrement, pourquoi ils continuent juste de ne pas vendre des 3090? Ça leur rapporte plus d'argent. Donc, pourquoi sortir une carte graphique moins chère qui va être plus puissante enfin, presque plus puissante que la 3090? Bon, moins chère, entre guillemets, évidemment, parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, elle sera hyper chère, on le sait tous, et vous la trouverez pas en stock. Mais elle devrait coûter normalement 999 $. C'est un prix logique quand vous comptez que la 3080 coûte 699 $, normalement, 719 euros, en tout cas en Europe. Le prix de la Founder Edition, hein, si vous le trouvez sur le site Nvidia, c'est toujours le vrai prix sur le site Nvidia. Si vous arrivez à en trouver une, bonne chance. 999 $, ce serait le prix en international, on va dire. Donc en prix en euros, ce serait certainement 1019, 1049 euros peut-être. Ce sera logique, 1049 euros, je pense que je pointerais plutôt vers ça. Donc ça reste cher, mais c'est 500 euros moins cher qu'une 3090. Donc c'est juste bizarre. Je sais pas pourquoi ils sortent cette carte graphique, honnêtement. Peut-être que c'est pour... Ah, même pas. Ouais, c'est pour peut-être concurrencer un peu la RX 6900 XT, mais comme la 6900 XT est pratiquement impossible à trouver en stock, genre ça ne vaut pas la peine de la concurrencer. Je ne sais pas pourquoi elle existe, honnêtement. La 3070 Ti est déjà un peu plus logique au niveau de son existence et elle continue d'être aussi spéculée au niveau de son arrivée. Donc là, basiquement, c'est assez intéressant, mais au final, si vous regardez les specs de cette 3070 Ti, bon, c'est les specs présumés, mais elle utiliserait un GPU, le full GPU qu'on utilise sur la 3070. Donc, je vous rappelle que Nvidia fabrique différents GPU. Ils ont notamment pour la 3090, c'est le GA102. GA, c'est pour Graphics Empire. Donc, vous avez le nom de l'architecture dedans. 102, c'est plus le numéro est haut, plus c'est un petit GPU. Donc, le plus grand GPU Empire qui existe, c'est le GA100. Il est utilisé seulement dans les grosses cartes graphiques professionnelles de Nvidia. Et il est genre massif en termes de taille. Il a normalement pratiquement 7000 codes d'accord. Et il faut tenir compte que Nvidia, pour les cartes gaming maintenant, en quelque sorte, il double le nombre de coups d'accord, mais c'est parce qu'ils utilisent les coups d'accord d'une autre manière. Donc en gros, cette carte graphique professionnelle, si elle était genre une carte graphique gaming, elle aurait 13 000, 14 000 coups d'accord, c'est pour dire. Donc c'est massif. Bref, dans tous les cas, ça c'est le GA102. Et du coup, ben, la 3080, c'est aussi le GA102. C'est le même GPU que dans la 3090, mais avec moins de coups d'accord, évidemment. Et du coup, la 3070, elle, c'est le GA104, qui lui est plus petit, justement. Et plus facile à fabriquer, certainement aussi. Et du coup, ben là, c'est le full GA104. C'est celui avec les 6144 coups d'accord. Et il est très similaire à une fameuse RTX 3080 mobile qui existe et qui a 6000 et des coups d'accord. Donc, yeah, ça ne m'étonnerait pas que Nvidia fabrique... Ben, en fait, comme ils fabriquent des GA104 pour faire les 3070 et les 3060 Ti, au fil du temps, ils en ont accumulé pas mal. Donc, une partie de ça est utilisée pour faire la RTX 3080 mobile, certainement, parce que je vous le dis, c'est genre basiquement les specs de cette 3080 mobile. Donc oui, la 3080 mobile n'a rien à voir avec la 3080 de PC fixe, ce qui est très contradictoire par rapport à ce qu'avait fait par le passé Nvidia, enfin bref. Et du coup, ben, peut-être qu'ils en ont accumulé suffisamment, ou peut-être qu'ils continuent d'en accumuler suffisamment pour faire une 3070 Ti. Pourquoi une 3070 Ti pour ceux qui se demandent? Ben parce que la RX 6800 d'AMD existe, elle coûte techniquement moins cher que la 3080, et vous avez aussi la 6800 tout court qui est encore une fois moins chère et est plus puissante qu'une 3070, donc ben, c'est toujours une histoire de kiki-o-meter, hein. C'est toujours celui qui veut avoir le plus gros kiki. Donc là, Nvidia est en mode, oh non, AMD a un plus gros kiki que moi à 600 euros en prix annoncé, évidemment.
pas vu la situation actuelle, encore une fois. Donc, Nvidia est en mode, oh, il faut que j'ai le plus gros kiki. Donc, je vais sortir une 3070 Ti qui va coûter 629 €, quelque chose comme ça. Et puis, comme ça, ils pourront dire, oh, ok, on a à nouveau les plus puissants. Yeah! C'est vraiment ça. Bien souvent, c'est ça qu'ils choisissent. C'est comme ça qu'ils choisissent un peu leur direction aussi. Ils veulent juste être le plus puissant dans une catégorie. Comme ça, ils peuvent se la péter, tout simplement. Et puis, ça leur permet de vendre des GPU. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ouais, bref. 2 cartes graphiques qui devraient être intéressantes, mais que vous ne pourrez pas acheter parce que ce ne seront pas en stock. Ensuite, on avait une news au niveau d'un nouveau driver AMD qui sort. Il est assez notable parce qu'il fixe un problème de consommation sur les cartes AMD qui est parfois était assez haut. Ça avait déjà été fixé sur la 6700 XT, comme vous pouvez voir, qui ne consommait pas beaucoup sur le bureau et pas beaucoup en media playback. Donc quand vous jouez une vidéo dans VLC ou vous regardez même une vidéo sur YouTube, eh bien ce fixe a été apporté aux autres cartes graphiques AMD. Donc maintenant les 6800, 6800 XT et 6900 XT auront une très basse consommation. Donc le gros graphique ici c'est avant et ça c'est après. Et vu que ça diminue de 3 x 3 la consommation, on passe de même... Oh, c'est même plus que x3. Hein. On passe de 25 et des watts à peine 5 watts de consommation. Donc, yeah, c'est une sacrée diminution ici. Et même chose avec le Blu-ray, vous avez une bonne diminution quand même. Ça avait déjà été remarqué que les cartes AMD avaient un petit problème de consommation justement pour des tâches très basiques. Comme j'ai dit, lire un Blu-ray, bah, c'est techniquement aussi, mais lire des vidéos, ou juste rester sur le bureau à rien faire, ils avaient plus de consommation que les cartes Nvidia. Bon, après, ça se répète, j'ai l'impression, à chaque génération. La génération dernière, c'était Nvidia qui avait trop de consommation sur leur carte graphique, donc ma foi, c'est chacun leur tour. Mais bon, ça a été fixé. Il y a aussi apparemment des upgrades de performance un petit peu de manière globale, c'est toujours intéressant. Ça, c'est toujours un truc qui est... Bon, vous pouvez le voir dans les deux sens, c'est soit bien avec AMD ou soit ils devraient le faire avant la sortie de leur carte graphique, mais ils continuent d'améliorer leur carte graphique après la sortie. Donc, c'est-à-dire que une 6700 XT versus une 6700 XT un an plus tard, c'est juste pas la même chose. Genre, il y a vraiment une différence niveau puissance et consommation et tout ça. Donc, ça a été déjà le cas de la 5700 XT, qui notamment, avant, était... proche d'une 2070, mais maintenant la 5700 XT, elle est beaucoup plus proche d'une 2070 Super, justement. Donc, yep, c'est très intéressant, même si, encore une fois, vous pouvez le voir dans l'autre sens, de vous dire, ah, mais peut-être qu'il devrait optimiser les choses avant la sortie. Donc, vous pouvez le voir toujours de deux manières, soit le verre est à moitié rempli, soit le verre est à moitié vide. Et enfin, une petite dernière news au niveau mining. Ouais, on va en parler un petit peu quand même. Ça, c'est important selon moi, notamment au niveau du fait que je vous rappelle que Nvidia a une série de cartes orientées pour le mining qui doivent arriver. Vous avez la CMP30HX, CMP40HX et tout ça. Et du coup, il y avait des assez grosses particularités avec ces cartes graphiques, notamment le fait que vous avez certaines de ces cartes qui sont juste un recyclage d'anciennes cartes graphiques de Nvidia, notamment la CMP40HX qui a été un petit peu montrée au niveau de sa puissance, qui serait vendue 699 $ et qui serait basiquement, si vous regardez le nom du GPU, une RTX 2070-2060. On ne sait pas exactement, mais au niveau de la RAM, ce serait plus une 2070. Au niveau de la consommation, même aussi 185 watts, ce serait plus une 2070. Et le hash rate est de 36 mH à la seconde, ce qui est pas non plus incroyable pour le prix, genre pas du tout incroyable même. Une 3060 débridée, en tout cas, peut faire mieux. C'est pour dire. Et il y a eu pas mal de news d'ailleurs là-dessus. J'en profite, je groupe tout, hein, toutes les news niveau mining. Donc ça, ces GPU d'NVIDIA arrivent, mais je vous rappelle que ces GPU n'ont pas d'entrée ou plutôt de sortie vidéo. Donc se dire que c'est juste utilisé pour le mining et il y a peu de chances que les mineurs de cryptocurrency les utilisent honnêtement parce que ça ne vaut juste pas la peine. Vous pouvez acheter pour moins cher des cartes graphiques gaming qui font des meilleurs résultats. Et en plus, comme elles ont des sorties vidéo, dès qu'il y a peut-être un crash ou autre chose et que vous vous sentez plus trop confortable, vous les revendez. Voilà, sur eBay, c'est reparti et ça finit dans les mains de gamers qui les utilisent pour jouer. Et c'est c'était passé en 2017, hein, je vous rappelle. Il y avait beaucoup de cartes graphiques, des 1080, 1060 et tout ça qui avaient été achetés pour miner des cryptocurrencies. Et quand ça s'est crashé, mais ça a été revendu en masse sur eBay et tout ça.
Et ce qui a fait que les RTX 2000 ont eu vraiment du mal à s'imposer parce que elles étaient hyper chères, alors que les gens pouvaient juste aller sur eBay et acheter une 1060 pour vraiment pas cher. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera sur celle-là. Les autres news au niveau mining, c'était le fait que notamment, pour ceux qui se demandent, hey, la 3060, ils n'avaient pas bridé au niveau mining? Oui, mais non en fait. Alors déjà, vous pouviez miner d'autres cryptocurrencies, ça marchait. Mais surtout, Nvidia a sorti un driver sans le blocage du mining. Donc en gros, avec ce driver qui supporte la 3060, vous pouviez avoir la full puissance de la carte. Donc en gros, ils se sont tirés dans les pieds. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou juste complètement stupide. Mais dans tous les cas, yep. Ça ne servait à rien. Il y a une rumeur toutefois qui arrive en ce moment que Nvidia prépare un refresh de tous les GPU. Un refresh non visible pour vous, mais en gros, une autre version de ces GPU qui incorporait cet anti-mining directement intégré. Donc ce serait pour la 3080, 3070 et tout ça. Et notamment aussi cette 3080 Ti devra avoir aussi ça par défaut. Et du coup, ça empêcherait, comme la 3060, de miner des cryptocurrencies, notamment l'Ethereum en particulier, qui est le plus intéressant à miner, même si ça risque de changer dans un futur très proche. Pour information, la complexité pour miner l'Ethereum est en train d'exploser. Donc, ça veut dire que vous passez de aussi bien « oh, c'est rentable » à « oh, c'est beaucoup moins rentable parce que genre c'est beaucoup plus difficile à miner, ça utilise plus de puissance, quoi. » Et du coup, ben, il y a certains mineurs de cryptocurrency qui commencent à aller sur d'autres cryptocurrencies tout simplement pour compenser. Donc, on verra bien un peu ce que ça donnera à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, le fixe actuel concerne surtout l'Ethereum et ça requiert aussi le driver. Mais rien n'empêche quelqu'un de juste avoir un driver modifié ou autre chose. Donc, honnêtement, je ne m'attends pas à ce que ça fasse des miracles. À mon avis, selon moi, il y aura toujours une manière de contourner. Et en gros, tout ce que fait Nvidia ici ne servira à rien. Ces cartes graphiques pour les mineurs ne servent à rien. Honnêtement, s'ils voulaient faire vraiment avancer les choses, honnêtement, je sais même pas. Est-ce qu'ils auraient dû designer même Empire pour que ce soit mauvais pour le mining depuis le début? Les cartes AMD sont techniquement dans ce cas-là. Genre, les nouvelles cartes AMD ne sont pas très bonnes pour miner. Genre, pas mieux qu'une 5700 XT. Alors qu'elles sont censées être beaucoup plus puissantes. Donc, ça prouve que peut-être AMD s'est amusé à faire ça, faire en sorte que elles ne soient pas très bonnes. Donc, elles ne sont pas très utilisées pour le mining, en tout cas. Même si ça n'empêche pas certaines personnes de le faire. Hein. Mais surtout avec la 6700 XT, à mon avis, qui va être plus populaire pour ça. Et bref, du coup, ils auraient pu le faire peut-être depuis le début, Nvidia, là-dessus, pour empêcher ça. Mais après, vous pouvez toujours argumenter. Je suis assez bien du même avis, même si, je vais être très honnête, personnellement, je ne suis pas fan du mining. Mais je n'ai rien contre monsieur tout le monde, vous qui regardez cette vidéo, de prendre votre GPU que vous avez acheté par vous-même, que vous utilisez pour jouer et tout ça, et faire de temps en temps du mining dessus. Quand vous ne l'utilisez pas, l'utilisez pour faire du mining, pour récupérer l'argent que vous avez investi dans votre PC, pour aussi bien chauffer votre appartement ou autre chose, surtout en hiver. Maintenant, ça va être moins le cas. Genre, moi, je vois pas le problème. Mon problème, c'est les gens qui ont des fermes de mining avec 40 GPU et c'est juste... Voilà, c'est une usine. Surtout que je rappelle que le problème un peu que j'ai aussi avec le mining, c'est que ça consomme énormément d'électricité pour rien, en fait. Enfin, pour pas grand-chose. Vous générez très peu d'argent comparé à la quantité d'électricité que vous consommez. Il y a des trucs beaucoup plus rentables. Et, yep, bon, il y a certaines personnes qui vont argumenter, oui, mais les serveurs Google aussi tournent, ils consomment de l'électricité. C'est pas un très bon argument parce que, par exemple, Google utilise beaucoup d'énergie renouvelable, donc au final, ils compensent leur propre consommation. Et puis, ils font des trucs, on peut argumenter des fois un peu plus utiles. Gérer les mails et tout ça des gens, gérer les vidéos YouTube. Mais bon, moi, je le redis encore une fois, je suis pas un grand fan du mining à échelle industrielle, en tout cas, parce que ça, ouais, c'est du gâchis d'électricité. C'est du gâchis de carte graphique en quelque sorte aussi, qui pourrait être mieux utilisé honnêtement. Même si c'est pour jouer, c'est un peu plus, pas productif, mais c'est un peu plus intéressant pour certaines personnes. Mais yep, dans tous les cas, tout ce qu'a fait Nvidia ici n'aidera pas à fixer tout ça. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est que selon moi, vous devriez avoir le droit de miner des cryptocurrencies avec votre carte graphique.
C'est votre droit. C'est comme c'est mon droit d'utiliser ma carte graphique pour lancer Adobe Premiere et faire tourner des jeux, tout simplement. Ouais, ça me paraît tout à fait logique. C'est comme si vous achetiez une voiture et que, ah ben non, le constructeur, genre Citroën est en mode, ah non, tu utilises ta voiture pour le travail. Non, 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 tu peux pas. Tu dois prendre une de nos voitures professionnelles pour ça. Ce serait stupide quand on y pense. Il existe des trucs professionnels, genre des vannes Citroën professionnelles, mais ça, c'est parce que c'est très spécifique pour des tâches professionnelles. Un peu comme les cartes Quadro de Nvidia. Mais là, non, c'est juste littéralement ces cartes-là, ça, cette CMP 40X, c'est une RTX 2070. Juste sans entrée vidéo, enfin sans sortie vidéo. Enfin bref, on va rester là pour ce texte à ma chose aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le live ce samedi 1er mai à partir de 14 h. Je mettrai genre un truc qui apparaîtra dans votre boîte d'abonnement. Le live apparaîtra dans la boîte d'abonnement, mais seulement très proche du live. Certainement, je vais le faire le matin du live pour que ça apparaisse à ce moment-là, parce que j'ai pas envie que ça apparaisse genre 2 jours à l'avance et que ça traîne dans votre boîte d'abonnement là, j'aime pas ça. Donc je le mettrai seulement le matin même, et comme ça vous saurez exactement où ça se passe, mais basiquement à 14 h, allez juste voir votre boîte d'abonnement, vous devriez voir le live, et du coup ça vous permettra de le regarder. Allez, du coup merci à tous et on se revoit pour une prochaine. Ciao ciao.